Est-ce que vous entendez, j'ai laissé la fenêtre ouverte, est-ce que vous entendez des bruits de fond ou Non. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Pourquoi je mets... Ouais, continue. Bonjour à toutes. Bienvenue donc dans cette conférence Développer son activité dans son territoire dans le cadre de notre forum digital des entrepreneuses. Merci à Nathalie Carré, Céline André et Alice Loriot-Di-Prévost de nous rejoindre pour cette conférence. Bienvenue à toutes. Alors, on va démarrer. Peut-être je vais commencer à vous donner la parole, Nathalie. Donc, développer son activité dans son territoire, c'est quoi? Est-ce que peut-être on se présente peut-être rapidement toutes les Oui, allez, trois. oui, vas-y. Lauriane, je vous en prie. Ah, Lauriane et Céline, ouais, bonjour, merci Nathalie. Bonjour à toutes, on ne vous voit pas, mais on est ravis d'être là et de vous savoir présente derrière l'écran. Je suis Lauriane, donc coordinatrice nationale au sein de l'équipe Femmes des Territoires, qui est un réseau d'entraide pour toutes les femmes qui souhaitent entreprendre ou qui ont déjà entrepris, qu'on explorera un peu plus tard. Voilà, donc je fais partie de cette belle association et j'accompagne toutes les femmes partout en France dans leurs projets et leurs envies. Et je passe la parole. Alors là, j'ai pu à ma collègue qui est en bas, sauf son nom. Alice Loriot-Di-Prévost. Merci Alice, c'est que Alice. la Bonjour à conversation toutes. cache. Enchantée. Moi, je travaille dans une structure qui s'appelle Tudigo, où nous faisons du financement participatif qui peut intervenir à plein de moments de la vie de vos projets, que ce soit au tout démarrage en création, lors d'une reprise d'entreprise ou dans une phase de développement. Et du coup, j'espère que je pourrai vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et on a plein de femmes, on finance beaucoup de femmes, le financement participatif. On a pour une fois presque plus de femmes que d'hommes. Donc bon. C'est aussi parce qu'il y a d'autres modes de financement auxquels elles ont plus de difficultés à accéder. Donc, c'est une bonne et une moins bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une option et qui fonctionne hyper bien. Donc, je serais ravie d'en parler avec vous. Bonjour à toutes. Donc, Nathalie Carré, je travaille pour le réseau des chambres de commerce et d'industrie. On est effectivement présent sur tout le parcours de l'entrepreneuriat pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Mais effectivement, on a aussi majoritairement des femmes qui viennent nous voir, peut-être parce qu'elles pensent plus que les hommes à se faire aider dans leur parcours entrepreneurial. Alors, il m'incombe la charge de vous expliquer, de vous résumer, de vous synthétiser les étapes de l'entrepreneuriat qu'on a simplement synthétisé en 3 parties, la phase de réflexion, la phase de création et de montage et la phase de développement. Je vais vous faire une petite intro sur chacune des phases pour vous dire en fait c'est quoi, parce que sinon vous n'arrivez pas à réussir à raccrocher nos conseils sur ces différentes phases. Alors la première phase, c'est la phase de réflexion, qui est la phase la plus importante à nos yeux en tout cas. Pourquoi? C'est la phase du pourquoi, du why. Pourquoi j'ai envie de faire ce que j'ai prévu de faire. Que vous vouliez être le nouveau Google ou simplement proposer des services à domicile, savoir pourquoi, la raison d'être de ce projet, le sens que vous donnez à ce projet, les valeurs que vous voulez porter à travers ce projet, ça vous permet d'être crédible quand vous prenez la parole, ça vous permet de tenir dans le temps malgré les obstacles. J'étais entrepreneur, je suis encore entrepreneur, j'étais femme d'entrepreneur pendant 18 ans et ça fait 25 ans que je m'occupe d'entrepreneur. Croyez bien, tenir dans le temps, c'est utile. C'est aussi utile pour être heureuse parce que vous êtes aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites. Et c'est parfois, dans le milieu salarié, ce n'est pas toujours aussi évident. Là, vous pouvez le faire. Et puis parce que ce qu'on appelle la raison d'être, ça peut devenir votre slogan. Il y a plein de marques qui ont transformé leur raison d'être en slogan et donc ça devient un argument commercial qui vous différencie. Cette phase de réflexion, c'est aussi en lien avec le pourquoi, le j'ai quoi? C'est quoi mes ressources? C'est quoi mes talents? C'est quoi mon réseau? Parce que partir d'un existant pour s'appuyer, ça va permettre d'aller plus vite plutôt que d'aller chercher des talents que vous n'avez pas, des compétences que vous n'avez pas, etc. Partez de vous, de ce que vous avez, que vous pouvez porter finalement au capital de l'entreprise. Cette phase-là, ça va aussi avec le qui, le avec qui.
Peut-être que vous n'avez pas justement tous les talents, toutes les compétences, et donc il faut avec qui vous allez vous lancer, des associés, des salariés, des accompagnateurs, votre neveu qui va s'occuper de vos réseaux sociaux, bref, ce avec qui vous et avec qui il est important parce que votre idée, pendant très longtemps, n'a pas de valeur. La seule chose qu'on regarde, c'est vous. Vous, parce que ça, c'est du tangible, c'est existant. Votre idée, votre hypothèse, votre projet n'existe pas. Vous, vous existez. Vous et les gens qui vous entourent existent et on peut évaluer la pertinence d'un projet à partir de ça. Quatrième point, c'est aussi la phase du quoi, du pour qui et éventuellement, et c'est important pour notre conférence, du où. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir comme solution, comme offre et à qui vous avez envie de servir? Parce qu'une même idée peut servir plein de gens, mais peut-être que vous n'avez pas envie de servir, je vais dire n'importe quoi, des hommes de 30-35 ans qui machin, ou des femmes de 45 machin. Peut-être que vous n'avez pas envie de servir des gens de rural, au contraire de la ville, etc. Ça, c'est votre choix. Et puis, du coup, ça va vous permettre de savoir où vous implanter. Parce que c'est aussi le moment, quand on entreprend, peut-être de lier ça avec un projet familial, de déménagement, de se rapprocher des proches, d'aller au soleil, ou plus prosaïquement pour business, de se rapprocher de votre cible. Vous savez, on est dans le sud, il y a plus de personnes âgées, si vous voulez faire un truc sur les seniors, bref, on va en parler. Et puis enfin, c'est la phase du où. Où est-ce que je vais? Parce que pour construire un projet, c'est bien de savoir d'où on part, mais aussi c'est bien de savoir c'est quoi mon rêve, c'est quoi le but que je veux atteindre. Je veux devenir Google ou je veux devenir une micro-entreprise et finalement, je suis très heureuse comme ça. Mais c'est quoi votre but? Donc voilà, donc cette phase de réflexion, c'est vos fondations, c'est vos tripes et la raison d'être de l'entreprise, c'est votre équipe et c'est votre cap. Nous, si on n'a pas ça, derrière, on ne peut rien faire. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la construction et le montage. Là, on rentre dans le dur. On passe de l'idée au projet, on rentre dans le dur. C'est en général là que le bas blesse. Donc là, en fait, on valide toutes nos idées, toutes nos envies, toutes nos réflexions, on valide son offre auprès des clients, on se différencie des concurrents. C'est l'étude de marché, l'étude de positionnement. On définit ses stratégies opérationnelles. Là, on est dans le comment. Comment je conçois, comment je produis, comment j'informe mes clients que mon offre existe, comment je distribue, etc. Donc là, on quitte son PC, okay, on parle avec ses clients, on co-construit avec eux, on se fait challenger, on va voir des accompagnateurs, on observe les autres, on détaille toutes ces actions, on les budgète, on demande des devis, bref, là, on met les mains dedans, on va voir sa mairie, enfin, là, on sort parce qu'on a besoin de… Vous savez, c'est comme, moi je le dis toujours, parce que surtout quand j'ai des femmes, parce que c'est quand même nous qui organisons les goûters d'anniversaire de nos enfants. Hein. Alors, quand vous avez votre gamin, quand moi c'est du vécu, maman, pour mon anniversaire, donc je voudrais la veille au soir, non, alors l'après-midi, on va aller au square avec les copains, machin, nanan, j'ai 20 personnes. Le soir, on va dîner, on va faire une pizza, j'ai 5 personnes. Ensuite, on va faire un concert, puis ensuite, il y en a qui vont dormir à la maison. Et ça sera le week-end du 10 juin. Allez-y, allez trouver un concert de rock pour tenir des gamins, machin. Et donc, si à un moment donné, vous n'avez pas un peu organisé, planifié, mis des objectifs et des trucs, vous êtes sûr que votre concert, vous ne l'avez pas, que les gamins, ils ne sont pas là et qu'en plus, vous n'avez rien à leur donner à manger. Eh bien, créer une boîte, c'est pareil. Voilà. Et donc, c'est cette phase-là où on définit tout ce qu'il y a à faire. Donc là, véritablement, on sonne aux portes. On comprend dans quoi on s'installe, on comprend son écosystème, on va voir les autres et on s'ancre dans son territoire à côté des autres. Parce qu'ils ne vous attendent pas, ils ne vont pas vous faire une place, vous devez aller leur parler et vous ancrer dans votre territoire. Et puis, la troisième phase, c'est le développement d'activité. Et là, c'est la vraie vie. Donc, toutes vos réflexions, toutes vos décisions, tout votre pourquoi, quoi, comment, etc., vous avez consolidé ça dans ce qu'on appelle un business plan. Ça, c'est un document de communication qui va permettre à Alice de valoriser votre entreprise sur son site Internet. Enfin, c'est vous qui allez le faire, mais en tout cas, vous avez besoin de ça pour pouvoir obtenir des financements, des partenaires, des distributeurs, etc. Mais c'est aussi pour vous votre to-do, parce que vous avez mis des objectifs, vous avez mis des actions. Donc, vous avez votre to-do, vous avez votre recette de cuisine. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, etc., etc. Et donc, dans cette phase de développement d'activité, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre recette et puis vous la suivez. Et comme vous avez fixé des objectifs, vous allez vous dire, ah, j'avais prévu de distribuer des flyers le dimanche matin sur le marché et que ça allait me générer tant de clients. Eh bien non, ça ne marche pas. Donc, je corrige. Je persiste pas si mon action ne fonctionne pas. Donc, j'ai anticipé, j'ai prévu, j'ai planifié, je fais. Ça ne se passe pas comme ça.
eh ben, je change. Vous savez, c'est comme pour ceux qui ont, donc j'ai 47 ans, pour ceux qui ont regardé l'agence touriste assidûment, c'est Hannibal, qui a toujours un plan. Ça ne se passe jamais comme prévu, mais au final, il corrige, il aménage, il est agile, et au final, les gentils sont sauvés, les méchants sont en prison. Voilà. Et ben, c'est pareil quand on crée une boîte. Donc, c'est vraiment ça, le sujet, c'est prévoir, etc. Mais surtout, réagir, agir si ça ne se passe pas comme prévu. Et ça, c'est la vraie vie. Et donc, votre business plan, vous l'aurez fait une fois, puis vous allez le refaire. Hein, parce qu'en fait, ça ne va probablement pas se passer comme prévu. Ça va se passer peut-être moins bien, mais on vous le souhaite mieux. Et parfois, mieux, ça peut être plus compliqué aussi, parce que trop de business, parfois, on ne sait pas gérer, surtout quand on démarre tout seul. Voilà les trois grandes étapes. Je me tais maintenant pour que mes consoeurs réagissent sur leur intervention, évidemment, dans ces étapes et les exemples et les conseils qu'elles peuvent vous donner. Merci Nathalie, je vais me permettre de prendre la main parce que je pense qu'Alice pourra vraiment compléter par la suite. Comme je vous l'ai annoncé, moi je suis au sein de l'équipe Femmes des Territoires. C'est un réseau d'entraide. Peut-être que vous avez vous-même pu vous rendre compte qu'il existe pléthore de réseaux. Force Femmes, bien évidemment, en est un. Alors des réseaux féminins, des réseaux mixtes, des réseaux business. En fait, pourquoi il y en a autant? Déjà parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais parce qu'à chaque moment, justement, à chaque étape de la vie de l'entreprise, vous allez avoir des besoins et un réseau va vous accompagner là-dessus, tant sur la création de votre entreprise qu'une fois bien démarré, un réseau qui va vous permettre, là, pour le coup, d'impulser votre business, de le développer. Et là, on a des réseaux, certains sont très connus, comme les BNI. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions au démarrage. De quoi j'ai besoin et quel réseau va pouvoir répondre à ces besoins-là. Alors, pour ce qui est de Femmes des Territoires, on est sur un réseau d'entraide. C'est un réseau qui met vraiment en avant et en valeur l'intelligence collective, le fait que la réussite de chacune va en fait passer par la réussite de toutes. Et c'est important de se le dire quand on parle d'entrepreneuriat mené par les femmes, de se voir plus comme des partenaires potentielles que comme des concurrentes. On a chacune des choses à s'apporter de par nos expériences passées, vécues, même personnelles. Nathalie reprenait l'exemple, mais hyper judicieux de comment est-ce que en fait je gère dans ma vie au quotidien, voilà, l'organisation d'un goûter, et c'est un excellent exemple pour illustrer comment je gère et je construis mon activité. Donc toutes les expériences qu'on peut avoir, on peut les mettre au bénéfice de sa structure en construction. Et la somme des expériences de chacune et des compétences, c'est ça qui enrichit un groupe, qui enrichit donc un réseau et qui fait que on va se tirer vers le haut. Donc, pour vous expliquer un peu Femmes des Territoires, on est sur un réseau qui a été fondé par Marie-Éloi, qui est une belle personnalité qui a 40 vies en une vie. Elle est extrêmement agile et elle va un peu sur tous les fronts pour justement aussi faire bouger les lignes, hein, parce que quand on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est aussi que derrière, on veut faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes et accompagner toutes ces femmes qui ont quantité de projets à les mettre en œuvre, à les réaliser. Pour cela, aussi essayer de dépasser des stéréotypes, des freins socioculturels qui existent encore aujourd'hui. Voilà, ils sont là, on les pose sur la table, maintenant on veut les dépasser. Et alors, justement, dans ces petites difficultés supplémentaires qu'on rencontre, dans ces particularités, on remarque beaucoup que dans l'entrepreneuriat féminin, on est sur de la TPE souvent, donc des très petites entreprises, avec peu ou pas de salariés au démarrage, ce qui renforce cette solitude de l'entrepreneur que tout le monde rencontre, mais qui est d'autant plus prégnant chez les femmes, qui en plus est, ça a été bien dit pendant cette période très compliquée qu'on a vécue, avec une charge aussi sur la famille qui a été très importante. Hein. Peut-être que vous, derrière, vous avez pu aussi dû restreindre un peu votre activité parce qu'il fallait faire l'école à la maison. Et ça a été quand même souvent l'apanage des femmes pour le mettre en place. Donc, il y a ces difficultés-là liées à cette solitude, au fait que ce sont des petites entreprises, donc pas forcément avec derrière des conseillers, un banquier, parce que pas souvent elles ne sollicitent des financements, ou alors ça va être des petits financements, et Alice vous nous en parler justement, oui, quel type de financement elles vont aussi aller chercher.
Et tout cela fait que pas évident de se lancer, surtout quand on est pour une majorité en reconversion professionnelle. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on accompagne des femmes, c'est voilà, j'ai envie d'être en adéquation avec mes valeurs, je quitte ce poste salarié dans lequel je ne me retrouve plus, je veux faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et ça, c'est extraordinaire, ça crée des sociétés magnifiques, extrêmement impactantes, mais ça nécessite, encore une fois aussi, et on va en parler par rapport au territoire, de répondre aussi à des besoins, de ne pas faire les choses que pour soi et par rapport à ce que l'on a envie, dans cet alignement entre soi, ses valeurs et son entreprise, mais aussi que ça réponde véritablement à un besoin. Donc, face à toutes ces différentes problématiques, nous, Marie a créé ce réseau Femmes des Territoires qui est en fait issu de l'expérimentation de Femmes de Bretagne qui existe depuis 2014, qui, voilà, peut-être vous connaissez davantage, et qui avait vraiment pour vocation de mettre en lien toutes les femmes sur tous les territoires, quel que soit leur profil, qu'elles soient entrepreneuses, porteuses de projets au stade de l'idéation, en congé parental et même retraitées, étudiantes. On a toutes des compétences, on a tout à s'apporter et c'est ça qui fait la force du réseau, c'est de ne pas rester seul et de pouvoir rentrer dans un réseau qui nous correspond, qui est en adéquation avec ses valeurs et dans lesquelles on va pouvoir maturer son projet, développer des compétences et ainsi aller plus loin. Voilà, je m'en tiens à là pour cette première phase. Lorsqu'on est au stade de l'idéation, au démarrage, sachez qu'il existe des réseaux, Femmes des Territoires en est un, mais il y en a d'autres qui peuvent vous permettre plus sereinement de construire ce projet en étant en collectif et ne pas rester seul. Ça, on ne cessera jamais de le marteler. Il ne faut pas rester seul et il y a plein de manières de se faire accompagner. Merci beaucoup, Lauriane. Pardon, je voudrais juste reprendre la parole parce que Lauriane a dit quelque chose de très important, j'ai oublié de dire. C'est cette vie de femme et d'entrepreneur. J'ai fait travailler une chercheuse parce que je voulais comprendre effectivement cette notion d'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que vraiment c'est si différent que ça? Et la seule différence qui est ressortie de sa recherche, donc c'est une jeune femme qui a fait tout son travail de recherche sur l'entrepreneuriat féminin, c'est que c'est le soutien de la famille. C'est-à-dire que ce qui est ressorti de toutes les interviews, c'est que quand un homme entreprend ou à la limite suit une formation, enfin en tout cas change la vie, change l'organisation, sa femme va le soutenir, quoi qu'il en coûte, 18 ans pour moi, quoi qu'il en coûte. Quand c'est la femme qui entreprend, mais c'est pareil, si elle change de job, si elle prend un job à plus forte responsabilité, si elle part en formation, etc. En tout cas, ça casse un peu cette espèce d'organisation tacite où maman fait à peu près tout quand même. Et donc, le soutien ne dure pas plus d'un mois. Même de la part des enfants qui, à un moment donné, ne comprennent plus du tout pourquoi, pour le goûter d'anniversaire de leurs copains, ils n'ont pas le gâteau qui est prêt le samedi matin à 10h. Et donc, en fait, la seule solution qu'on a pu trouver avec cette chercheure, c'est de dire, OK, on fait réunion de famille et on refixe le contrat familial. Et donc, on redonne les règles, parce que les règles, elles ont été tacites. On n'a jamais dit un jour, c'est nous qui allons tout faire à la maison et vous allez juste descendre les poubelles. Enfin, ça, on ne l'a jamais dit, nous, à un moment donné. Sauf que ça s'est établi comme ça. Là. Puis alors, moi, j'ai 4 hommes à la maison, dont 3 ados, d'autant vous dire que… oui, tout va bien, Lise. Mais effectivement, c'est refixer le contrat familial. Chacun s'engage de nouveau sur quelque chose de différent pour que maman puisse accéder à son rêve. Alors, vous allez avoir, Alice va nous en parler, vous allez avoir aussi un petit truc, c'est combien tu ramènes. C'est très trivial, mais il y a un moment donné, il risque d'avoir une pression sur la rémunération qui rentre à la maison, alors qu'on ne l'aurait pas du tout pour un homme. Jamais une femme n'ira dire à son mari, au fait, les 6 mois là que tu as lancé, ils sont où les 10 000 € par mois? Mais de l'autre côté, c'est comme ça. Donc ça, c'est des points à savoir. Ça ne démotive pas. C'est juste des données à avoir en tête pour le prévoir et encore une fois, le cadrer. Très clair. Merci Nathalie. Et du coup, moi, je peux enchaîner. Déjà, ce que je peux vous dire, ça m'a beaucoup parlé, tout ce que tu as dit, Nathalie, sur le sens. Moi, j'ai travaillé 5 ans chez L'Oréal. J'ai quitté L'Oréal pour rejoindre une toute petite structure, Tudigo, pour m'associer avec Alexandre et Stéphane. Ils étaient juste tous les deux à l'époque. Et pour justement faire du financement participatif, parce que nous, notre conviction, c'est qu'en fait, on veut absolument proposer aux Français de devenir acteurs de l'économie
locales autour de chez eux. Et du coup, l'idée, c'est que vous toutes qui êtes là, 145 personnes, et ben vous avez sans doute des projets qui en fait ont vachement de valeur pour des gens. Et ces gens-là, il faut que vous puissiez leur proposer votre projet. Et c'est pour ça qu'en fait, notre plateforme, donc c'est du crowdfunding. Ce que ça veut dire, c'est financement par la foule. L'idée, c'est qu'en fait, vous êtes prête à prendre un risque. Donc, vous êtes sur le point de vous lancer, par exemple, pour un nouveau café goûter. Et d'ailleurs, je vais vous partager un exemple juste là. Ça sera beaucoup plus parlant. Pardon, non, c'était pas ça que je voulais vous envoyer. C'est celui-ci. Et comme ça, on va pouvoir regarder. En fait, l'idée, c'est que vous vous dites, ben, moi, je veux lancer un nouveau goûter, un nouveau café goûter à Annecy. Je suis prête, je lâche tout. Je lâche mon boulot, je me mets à risque, pareil, avec mon mari, ma famille, etc. Et l'idée du financement participatif, c'est qu'en fait, en l'occurrence, cette porteuse de projet, elle va proposer aux gens d'Annecy de exprimer leur soutien. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie de voir ce café ouvrir, eh ben, ne me laissez pas prendre le risque toute seule, mais exprimez-le. Préachetez-moi pour 20, 30 ou 50 euros de la marchandise. Et moi, ben, en fait, ça va remplir mon réservoir de confiance. Et je vais me dire que le jour où je me lance, en fait, j'ai déjà 100 clients qui m'attendent et qui ont hyper envie que je me lance. Et du coup, le financement participatif, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comment dérisquer au maximum votre projet. Et je ne vais pas vous cacher qu'il y a certaines campagnes qu'on lance où ça ne fonctionne pas du tout. Et on s'appelle ensuite avec les dirigeants. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu un dirigeant, je me souviens, c'était pour un café des jeux à Pau, qui m'avait dit, en fait, j'étais sur le point de lâcher mon CDI. Et heureusement que j'ai fait ce crowdfunding parce qu'en fait, ça n'a pas pris. Et je me rends compte qu'il y a déjà plein de cafés des jeux à Pau. Et en fait, mon offre, elle n'est pas différenciante. Je n'ai pas fédéré ma communauté. Et donc, du coup, il s'est dit, il faut juste que je revoie mon projet. Mais ce n'était pas le bon. Donc, du coup, le financement participatif, il est aussi là d'une certaine façon pour vous. C'est un test. Vous testez, vous voyez si il y a comment est accueilli le projet, quelle réception. Est-ce que il y a vraiment une adéquation homme-projet? C'est quand même vachement ça qu'on lit dans les campagnes. C'est que quand on découvre les projets des gens, on a l'impression que ça coule de source et que ce café d'Annecy, il est exactement fait pour elle. Et puis parfois, peut-être que c'est pas encore le projet le plus abouti. Donc, c'est vraiment ça l'exercice. Pour entrer dans des choses un peu plus concrètes, alors je vais vous montrer d'autres projets, notamment un projet dans les cosmétiques, par exemple. Alors, je sais pas parmi vous, c'est dommage, vous êtes très nombreuses, donc pour savoir un peu, mais il y a des gens qui ont le souhait d'ouvrir un lieu physique où on accueille du public. Je sais que vous êtes nombreuses plutôt à vouloir monter des structures de conseil, souvent à partir d'une expertise que vous avez pu acquérir justement pendant des années de grands groupes. Et puis après, il y a des personnes qui veulent lancer des marques de cosmétiques, par exemple. Nous, on en a plein sur Tudigo. Et l'idée, c'est souvent des personnes qui se disent moi, maintenant, je veux utiliser des savons liquides, des shampoings liquides, je veux de la lessive naturelle, faite maison. Alors, au début, on démarre à toute petite échelle. Les Candides, par exemple, c'était une petite échelle. Et là, aujourd'hui, je suis en discussion avec elles pour peut-être aller faire une levée de fonds plutôt supérieure à 150 000 euros pour leur permettre justement de passer à l'échelle et de venir concurrencer des entreprises beaucoup plus grosses qui finalement, elles, en tout cas, elles font tout ce qu'elles peuvent pour faire les choses de façon plus vertueuse. Et à un moment, il y a un besoin de financement pour pouvoir passer à l'échelle, que ce soit en matériel de production, communication, marketing, recrutement, etc. Et du coup, peut-être si je reviens juste sur la partie pour vous donner des aspects très concrets, les montants moyens qu'on collecte en financement participatif sur les petites campagnes telles que les deux que je viens de vous partager, c'est 5 000 euros en moyenne sur des durées qui sont à peu près de 40 jours. Il y a une règle du tout ou rien, c'est-à-dire que vous vous fixez un objectif, vous vous dites, voilà, moi je pense vraiment que c'est 5 000 euros qu'il faut que je réussisse à acquérir pour financer telle et telle chose. Et le financement participatif, c'est hyper transparent et honnête. Et c'est ça qui fait les bonnes campagnes, c'est celle où vraiment on lit en vous comme dans un livre ouvert, vous dites exactement ce dont vous avez besoin et on a l'impression qu'on finance exactement ce que vous écrivez sur la page. Et ça met les gens très en confiance. Et donc, du coup, voilà les exemples que je peux vous montrer. Et je pense que c'est sans doute ce qui concerne la plupart des personnes parmi vous. Mais pour la culture générale, je vous partage quand même rapidement également comment le financement participatif peut vous aider à passer vraiment à l'étape
d'après, donc à scale up, comme on dit en anglais. Et là, je vais vous partager aussi des projets de femmes, parce que moi, à titre personnel, il y a 3 ans, j'ai fait le constat qu'en fait, on ne finançait que des hommes blancs de 40 ans sur notre plateforme et c'était la déprime. Et donc, on s'est dit, ça va pas du tout. On va aller à la main chercher toutes ces femmes et je vais vous partager quelques projets dont je suis très, très admirative. Des projets pour lesquels on a levé 150 000 euros, 500 000 euros pour un projet qui s'appelle l'Alchimiste Paris. Sarah, qui a commencé à toute petite échelle à faire de la lessive justement éco-responsable. Et à un moment, on s'est rencontrés toutes les deux, c'était il y a 1 an. Et elle m'a dit, je suis un peu coincée en fait. Il y a plein de gros qui me contactent, mais je ne suis pas du tout en capacité de leur répondre. Il y a plein de gros, quand je dis gros, c'est des Monoprix, des Naturalia qui s'intéressent à moi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'équipe, je ne peux pas payer le BFR, je peux pas du tout leur répondre. Et quand je vais voir la banque, elle me dit qu'elle m'accompagne pas du tout sur la totalité du plan et que j'ai besoin de fonds propres. Les fonds propres, je les ai pas. J'ai déjà mis tout ce que je peux. Ça fait 2 ans que je suis nuit et jour sur mon projet. Et du coup, on a levé 500 000 euros auprès d'une communauté qui sont des gens qui veulent donner du sens à leur épargne, allier rendement financier et sens. Et donc, du coup, on a à peu près un peu plus de 120 personnes, je crois, qui ont participé sur ce projet. Et je vous donne un dernier exemple parce que je trouve toujours que ça marche bien, le fonctionnement des exemples. Ça, c'est Sabine, c'est une dirigeante aussi qui a un peps pas possible, qui, elle, est partie sur les farines de légumes. Elle est nutritionniste à la base. Et là aussi, moi, je trouve que c'est génial, c'est de se dire, j'ai une compétence, je sais qu'aujourd'hui, la farine, en fait, c'est complètement vide d'un point de vue nutritionnel. Il faut remettre des légumes dans les assiettes des enfants. Comment on fait de la pâtisserie à base de légumes? Et elle commence tout petit et puis peu à peu, ça grossit, ça grossit. Et le dénominateur commun de toutes ces dirigeantes, et ça, Nathalie et Lauriane, vous l'avez beaucoup dit, c'est d'être hyper accompagnées. Et moi, ça, je peux vous le dire et le redire, c'est que les campagnes qui réussissent le mieux sur notre plateforme sont des campagnes qui ont vraiment, qui sont dans beaucoup de réseaux, qui ont rencontré Initiative France, France Active, qui ont une garantie, qui connaissent Réseau Entreprendre. Enfin, et ça, je suis persuadée que ça a beaucoup de valeur. Et l'ADI également, qui aide beaucoup de projets sur les démarrages. Alice? Oui. J'ai une question, j'ai 2 questions même d'une participante sur les plateformes de crowdfunding. La première, c'est est-ce qu'il y a nécessairement une contrepartie à une campagne de crowdfunding? Et la deuxième, c'était sur le niveau de pourcentage de rémunération de la plateforme par rapport au montant collecté. Oui, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, le pourcentage de rémunération, il est de 8% du montant total collecté au succès. Donc, c'est-à-dire que le Café des Jeux à Pau, il n'a pas réussi sa campagne, on lui a rien pris, c'est le jeu, voilà. Voilà. Et première question, pardon. Alors, sans contrepartie, c'est pas évident, parce qu'en fait, dans ce cas, ça revient un petit peu à du mécénat. Et moi, je dis toujours que dans ce cas, on arrive en concurrence avec l'UNICEF, avec les Restos du Cœur. Enfin, donc soit votre projet, il a vraiment une vocation très sociale, enfin une vraie transformation sociale, sociétale, et ça se tente. Et je vous dirais que, par exemple, on a financé 4 fois d'affilée, on a fait 4 campagnes de 15 000 euros pour refaire le clocher d'une église dans les Pyrénées-Atlantiques. Et à chaque fois, j'étais un peu embêtée, enfin la première fois notamment, après je savais que ça marchait, mais pour me dire qu'est-ce que les gens vont y récupérer. Et en fait, ce qui a été très malin sur cette campagne, c'est que l'association en fait s'est mis en relation avec une station de ski notamment autour qui offrait des forfaits de ski en échange des dons. Et donc, c'est pas parce que vous ne pouvez pas donner de contribution que vous ne pouvez pas trouver dans votre réseau autour de vous des gens en fait qui pourraient participer et être partenaires de votre opération. Mais peut-être il faudrait préciser avec cette personne parce que très souvent en creusant, on trouve toujours des contreparties. Ça peut être votre expertise. Quand on est nutritionniste, ça peut être 1 heure d'atelier sur l'alimentation des tout petits. Ça peut être 1 heure d'atelier sur femmes et nutrition, j'en sais rien, au moment de la ménopause. Enfin, en fait, vous avez des talents, des compétences et et elles ont de la valeur. Et du coup, on peut les valoriser via les contreparties. Pardon. Il y a d'autres. Ah oui, j'ai vu pas mal de questions sur les réseaux d'accompagnement. Alors, ils sont nombreux. Oui. Alors, un petit peu de méthode. Que veut dire accompagner? C'est quoi la définition de l'accompagnement? Parce qu'en fait, tout le monde le dit. Votre banque vous accompagne. La SNCF accompagne les bacheliers dans la réussite de leur bac. Non, ils vont juste nous transporter d'un point A à un point B en essayant d'être à l'heure. Donc, ce mot-là, c'est vrai qu'il est, il est compliqué. Accompagner, si on prend la définition académique, ça veut dire
s'adapter à la singularité de la personne qu'on a en face de soi et le rendre autonome. Comment? Par le développement des compétences, afin qu'il puisse atteindre son objectif. Donc, c'est véritablement le rôle d'un papa ou d'une maman avec un enfant. Okay, donc, on ne fait pas la place, on challenge l'autre, donc on ne lui donne pas les réponses à ses questions. On ne fait, moi, à chaque fois, mes entrepreneurs me disent, à chaque fois que je vous pose une question, vous m'en posez 12 en retour. Ça sert à quoi? Justement, à vous poser des questions. Et puis vous trouvez les réponses. Et c'est comme ça que vous trouvez vos réponses, que vous développez vos compétences. Donc accompagner, dans la majorité des incubateurs, il n'y a pas d'accompagnement. Il y a des gens qui viennent vous donner des conseils. Un conseil, c'est « j'ai un problème, je te donne la réponse ». Mais vous ne développez pas vos compétences quand vous êtes dans cette situation-là. Vous déportez sur un expert et parfois, c'est très bien. On ne vous demande pas de devenir expert comptable, on ne vous demande pas de devenir avocat, etc. Donc ça, oui, prenez des conseils. Vous n'avez pas besoin de développer vos compétences pour lire un bilan. À un moment donné, il faudra, mais pas tout de suite. Donc du coup, quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que vous avez très peu d'accompagnateurs. Donc ça, c'est les consulaires, on est plutôt là-dessus, parce qu'en plus, nous, il n'y a pas besoin de pitcher 10 fois pour être accompagné. Il suffit d'ouvrir la porte ou de passer un coup de fil. Et nous, notre objectif, on a même des diplômes qui valorisent vos compétences et qui permettent de rassurer le banquier. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est de savoir quel est votre cap et de vous construire le meilleur chemin pour vous emmener à votre objectif, quel que soit votre objectif. Après, vous avez effectivement les incubateurs. L'avantage des incubateurs, c'est notamment le réseau, parce que vous n'êtes pas seul et vous pouvez vous appuyer sur les autres. Après, vous avez des réseaux, effectivement, qui sont indispensables à côté de votre accompagnateur, parce que c'est là, comme disait Lauriane, vous allez partager l'expérience, vous allez vous sentir moins seul, que vous allez… Voilà. Après, la difficulté de ça, c'est je prends tout, mais je fais ma propre décision de tous ces conseils que j'ai reçus. Sinon, vous changez d'avis tous les 2 matins. Voilà. Donc il faut vraiment séparer le côté réseau. Et là, comme disait Lauriane, chaque réseau répond à un besoin. Et voilà. Le côté accompagnement, je développe mes compétences pour devenir autonome et pouvoir gérer seul demain. Et le côté expertise, conseil, là, j'ai vraiment besoin de savoir fiscalement comment je dois faire. Je ne veux pas apprendre, je veux juste savoir comment je dois faire. Je suis mariée, je ne suis pas mariée, machin, au niveau patrimonial. Voilà. Et donc, c'est vraiment 3 besoins et il faut les 3. Il faut les 3. Après, il y en a qui doublonnent, comme le réseau Entreprendre, comme France Initiative, où vous avez du financement, mais ce qui est mis en avant, c'est surtout le mentorat derrière, c'est-à-dire le fait, encore une fois, de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un qui vous sert une fois par mois régulièrement de regard et de dire attends, pause, t'en es où, tu fais quoi, tu veux quoi, etc. Et qui est plus sur l'humain finalement que sur le business. Donc ça dépend vraiment de vous, mais en tout cas, vous avez, pour l'entrepreneuriat, on est juste le plus beau pays du monde. Je suis d'accord. C'est où il y a le plus d'aide. Et n'oubliez pas que dans la majorité de ces réseaux d'accompagnement, en tout cas, c'est le cas des chambres de commerce, vous pouvez utiliser votre compte formation pour financer votre accompagnement. Donc, vous n'avez pas de cash à sortir dans la majorité des cas. Et souvent, en tout cas, nous, on a négocié avec les régions, il y a des subventions régionales qui fait que vous ne sortez pas d'argent, donc vous gardez le peu de cash que vous avez pour investir dans votre projet, même si c'est 1 500 €, chaque denier compte pour développer votre projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont… Il y avait effectivement des questions qui a été évoquées aussi à la conférence précédente, qui consiste justement à dire qu'il y a tellement de réseaux d'accompagnement que c'est difficile de pouvoir s'orienter. Donc, dans le chat, j'ai déjà essayé de répondre du fait que l'objectif de cette journée, c'est aussi ça, de présenter ces différents réseaux pour que chacune arrive à s'orienter en fonction de ses besoins. Après, on a quand même tous des missions et des cibles un peu différentes. Certaines sont sur le financement, d'autres sont sur effectivement cette notion d'accompagnement, mais au début de son activité, au développement de son activité. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir se repérer par rapport à ses propres besoins. Il faut toujours se poser la question. En fait, ça part de vous, parce qu'il y aura forcément un réseau en face et vous allez le trouver. Au fur et à mesure, vous allez récolter l'information parce que c'est clair que quand on démarre, on est un peu enseveli sous une masse d'informations. C'est normal, il faut se déstresser avec ça et on fera le tri. Mais vraiment, posez-vous la question. Est-ce que j'ai besoin d'un réseau pour m'aider à maturer mon projet,
Ou est-ce que j'ai besoin d'un réseau pour avoir un numéro SIRET qui me permettrait de tester mon activité sans prendre de risque? Et là, ça va être les couveuses, par exemple, avec la BGE. Est-ce que j'ai besoin d'un réseau pour mettre en place mon business plan, pour avoir un financement, pour juste me retrouver avec des personnes sur mon secteur d'activité parce qu'il est souvent en mutation et j'ai besoin d'être informée au quotidien? D'un réseau pour développer mon business, d'un réseau juste qui me fait du bien en tant que maman, je pense à Mumpreneur par exemple. Là, on est sur encore autre chose. Voilà, en fait, vous posez la question, à la limite, vous tapez des mots-clés et vous allez sans doute trouver la réponse. Et de toute façon, les réseaux travaillent beaucoup ensemble et donc se réorientent aussi en fonction d'eux. Donc, vous allez vraiment trouver ça. Et après, vous pouvez cumuler des réseaux. Hein. Vous n'êtes pas tenu d'être dans un seul réseau. Vous pouvez avoir un réseau, voilà, par exemple, Mampreneur, parce que vous êtes une maman entrepreneuse et que vous avez envie d'être dans un réseau qui prenne en compte vraiment cette situation personnelle en lien avec le professionnel, tout en voulant développer votre business avec un réseau axé sur la recommandation, etc., comme un BNI, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou d'autres. Moi, je dirais en tous les cas, ça c'est toujours un peu mon maître mot, c'est qu'il ne faut pas pécher par excès de fidélité à un réseau. C'est très bien si vous êtes à l'aise dans un réseau, mais reposez-vous continuellement la question, est-ce que ce réseau répond toujours à mes besoins aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, vous avez droit d'en changer. C'est normal parce que l'entrepreneuriat est tout le temps en évolution. Vous allez passer par des hauts, par des bas. Ça, il ne faut pas se leurrer, ce sera toujours comme ça. C'est l'expérimentation de soi au quotidien aussi, parce qu'entre qui vous êtes au début et ce qu'est votre entreprise, et ce qu'elle sera dans 1 an, 2 ans, forcément, ça va changer. Les questions du début ne seront pas les mêmes après. Les doutes sur ma légitimité, etc., elles sont normales au début. La confiance va se créer et vous ne vous les poserez plus de la même manière après. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a un moment où on ne se pose plus la question de est-ce que je suis dans mon bon droit de proposer tel service? Ça, au bout d'un moment, c'est dépassé. Par contre, est-ce que mon service répond à tel type de client que je vise? Ou est-ce que je peux, quand on reprend l'exemple de Nathalie, est-ce que je peux aller me chercher les Google et compagnie? Ou est-ce que je suis peut-être encore un peu petit pour ça? À voir. Donc, ça passera toujours par votre question. Ensuite, les réponses, elles seront en face. Et vous pouvez vraiment cumuler des réseaux. Il n'y a pas de problème pour ça. Et oui, par rapport à la question, je parle Mampreneur, mais pour celles qui s'occupent de leurs parents, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire pour Mampreneur, en tout cas, on est sur un réseau de femmes. Oui. Alors, il n'y a pas effectivement de réseau avec ce cas spécifique, mais au-delà du fait de vous occuper de vos parents, ça veut dire qu'en fait, vous avez une charge mentale qui est augmentée, que vous avez un emploi du temps qui est contraint par les obligations de soins probablement à vos parents. Donc, alors, je ne sais pas si ça se rapproche un peu d'un enfant, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être des réseaux d'aidants, ou il y a peut-être, en tout cas, il y a forcément quelque chose qui se rassemble, même si ce n'est pas les mots-clés exacts, mais quelque chose qui serait dans le même univers, en tout cas. Et puis, il y a aussi… alors, avec des réseaux, avec des accompagnateurs un peu généralistes, parce qu'après, vous avez des accompagnateurs. Nous, par exemple, dans les CCI, on a des structures spécifiques par filière sur l'agroalimentaire, sur l'innovation cosmétique, etc. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin d'être vraiment dans quelque chose de très précis. Mais comme il y a quand même 3000 structures d'accompagnement et puis qu'il y a des locales, des très locales, des départementales, des régionales, des nationales, parce que vous avez peut-être dans votre village, dans votre ville, aussi des structures juste associatives locales. Voilà. L'avantage, c'est qu'une structure généraliste comme les CCI ou comme Force Femmes, on les connaît tous. Donc, vous pouvez très bien venir essayer de décrypter tout ça lors de réunions d'information, etc., pour éviter de prendre l'annuaire et voilà. Et puis, on peut vous aider à faire un peu le tri en fonction de ce que vous voulez, d'où vous voulez aller, etc. Voir celle qui va coller le mieux à vos besoins. Et surtout, effectivement, Lauriane a raison, faire évoluer. Il n'y a pas… voilà, oui, vos besoins vont évoluer. Et effectivement, on parle de réseaux nationaux, c'est ce que nous sommes autour de l'écran. Après, en effet, on rentre dans le local. Pour ce qui est de femmes des territoires, nous, on a eu vraiment cette vocation de proposer un réseau national avec une plateforme digitale pour se mettre en lien entre toutes les femmes partout en France, mais de proposer en parallèle un réseau très local qu'on appelle des coordinations
c'est une coordination pour justement qu'on puisse avoir un réseau au plus proche de chez soi pour être en lien avec son écosystème. Parce que c'est ça qui est aussi important quand on rentre dans un réseau, c'est de pouvoir connaître les bons interlocuteurs et de pouvoir s'adresser à eux. Et ça, c'est quand, voilà, c'est quand on rentre dans les spécificités liées à son territoire, et on touche là le sujet d'aujourd'hui. On voit que d'un territoire à un autre, c'est différent. Là, on parlait des aidants. Peut-être qu'il y a des territoires qui le mettent en avant parce que, si je reprends l'exemple d'Agathe qui disait que dans le sud, il y a peut-être plus de retraités, c'est possible. Peut-être que dans le sud de la France, il y a des structures qui ont mis le curseur là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Et ça, il faut un petit peu filtrer et redescendre pour voir ce qui se passe au plus proche de chez vous. Oui, il y a une espèce de marketing territorial qui se met en place par les départements, les régions, etc. Parce que de plus en plus, on cherche à développer des filières sur l'industrie du futur. Alors évidemment, on connaît l'Occitanie avec l'aéronautique, mais il y a des filières bois. Donc, si effectivement, vous êtes dans ces secteurs qui vont intéresser ces clients-là, si vous êtes dans la filière bois, il vaut mieux être dans le Jura qu'à Nice, c'est plus logique. Donc, être le plus près possible. Et puis, évidemment, si vous êtes sur quelque chose qui est digital, mais même sur quelque chose qui est digital, c'est peut-être le moment aussi de penser déménagement, parce que vous avez des villes, par exemple, qui essayent d'attirer des entrepreneurs en développant la fibre, en développant des hôtels d'entreprise, voilà. Et donc, ça sera des endroits où, en fait, vous serez super coucounés parce que vous n'êtes pas nombreux, parce que la collectivité, la mairie ou le département met tout en œuvre pour que vous soyez bien, pour que vous y veniez, pour que vous pouvez même avoir des aides pour déménager, etc. Donc, ce côté territoire, il est important aussi dans la réussite de votre projet, au-delà de la zone de chalandise ou du business, aussi d'être bien, de se sentir bien, d'être autour de gens où vous n'allez pas c'est pas qu'entre concurrents, etc. Et vous avez vraiment des villes ou des départements, mais souvent des villes, des petites villes qui cherchent à réattirer, et où, j'ai envie de dire, il y a plein de business du coup à faire pour réattirer des familles, ce qu'on appelle les néo-ruraux, sur les villes moyennes, vous savez, qui sont un peu éloignées de la grande ville, mais qui ne sont pas encore dans la ruralité. Et les maires essayent d'attirer. Et donc là, il y a des opportunités énormes. Ouais. Moi, j'ai une entrepreneuse que j'apprécie beaucoup, Marianne Pierre, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, elle est dans un petit village. Le nom de sa coordination, d'ailleurs, c'est le Béarn des Gaves, qui reprend en fait le fleuve ou le courant d'eau qui traverse son territoire. Et elle est en plein cœur, vraiment, on est dans le sud, dans la campagne, c'est très isolé avec une connexion Internet pas toujours évidente. Et elle, son projet, qui est vraiment pour accompagner et mettre en valeur les initiatives des femmes sur son territoire, elle l'a construit main dans la main avec la communauté de communes. Parce qu'en fait, cette communauté de communes n'avait pas des ressources humaines suffisantes pour accompagner toutes les porteuses de projets. Et voyez, ces porteuses disparaître parce qu'elles n'étaient pas accompagnées. Et donc, d'un coup, elles n'étaient plus là. Et pour le coup, Marianne, en face, au travers de sa structure qui s'appelle Femmes de valeur et valeurs de femmes, elle propose de justement se suppléer à ce moment-là dans ce rôle de facilitatrice territoriale parce qu'elle a cette expertise, parce qu'en face, elle voit qu'il y a les besoins et elle a répondu à un appel à projet. Et c'est comme ça que la communauté de communes construit avec elle en fait son entreprise. C'est du caviar parce qu'elle a mis un peu plus d'1 an là à maturer son offre. En fait, elle l'a testée, elle est allée voir les femmes du territoire. En parallèle, elle proposait à la communauté commune cet accompagnement-là, avec aussi une méthode un peu plus innovante parce que les institutionnels peuvent parfois être un petit peu enfermés dans des process et des habitudes qui ne correspondent plus aux évolutions du territoire. Et là, la rencontre se mettait clairement dans la poche la communauté de communes avec aussi tous les soutiens derrière, les soutiens du maire, des soutiens financiers, etc. Et là, ça devient extrêmement pertinent et ça s'assure aussi de quelque chose sur la durée. On le disait au début, quand on crée sa boîte, l'idée, c'est quand même d'avoir une vision un petit peu plus long terme, même si ça n'empêche pas, bien au contraire, de revoir ses prévisionnels, son business plan, etc. Mais c'est vrai que quand on s'arme
de personnes d'un bon entourage solide et qui ont envie de travailler sur du long terme, c'est aussi plus rassurant. On ne va pas se leurrer, il faut aussi se donner des petits filets de sécurité. Ouais, désolée, ma connexion était un peu instable. Est-ce qu'on a d'autres questions Moi, j'avais une question. C'était vraiment justement en termes de méthodologie. Chez Force Femmes, on aime bien un peu la méthodologie pour pouvoir rassurer nos candidates. Et justement, si vous aviez un conseil sur cette question de développer son activité, OK, mais en lien avec son territoire, justement, quelle est d'après vous la première ou les premières actions à mettre en place, vous voyez, sur cet aspect de je développe mon activité, mais en lien avec mon territoire, parce que je mets du sens derrière le fait de le faire en proximité, justement, etc. Si vous aviez un ou deux conseils. Je pense que ça dépend ça dépend du lieu, ça dépend du territoire. J'ai l'exemple d'un repreneur qui a repris un petit commerce qui était complètement… vous savez, quand vous reprenez un commerce dans un village, à un moment donné, quand il n'y a plus d'activité, logiquement, les consommateurs changent d'usage, ils changent de comportement. Ouais, il oublie. Exactement. Et donc, du coup, reprendre un commerce dans ces conditions-là, c'est compliqué parce qu'il faut réhabituer les consommateurs, les villageois à penser à ce commerce-là. Et en plus, il venait pas c'était pas un natif. Donc, en fait, ce qu'il a fait, il a trouvé son commerce et en fait, il a co-construit. Il a organisé des ateliers. Il a parlé avec quasiment chacun. Donc, il n'est pas allé voir… Enfin, il a évidemment vu la mairie parce qu'il y avait un sujet. Hein, on sait très bien, hein, un commerce dans un village, c'est un sujet de dynamique, c'est un sujet de sécurité aussi, quand les rues deviennent désertes en termes de commerce. Donc, si vous êtes sur une implantation de commerce, évidemment, votre mairie, c'est votre premier interlocuteur. C'est lui qui peut vous faciliter les choses parce qu'effectivement, on sait que les villages meurent quand les commerces s'en vont. Et voilà, et donc on peut trouver des idées. Puis après, c'est on reconstruit cette offre avec les villageois. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont vouloir venir dans ce commerce demain et on s'adapte et on parle et on discute, etc. Donc, en fonction des territoires, la région, ce n'est pas souvent le bon échelon. Trop gros. Trop gros. La région, il y a des subventions, il y a des machins, il faut remplir des dossiers. Donc, ça, c'est très… voilà, faites-vous aider pour ça. Mais le maire, alors il est assez débordé en général, mais il sait que derrière chaque entreprise, c'est une dynamique territoriale, c'est des familles qui sont heureuses, c'est des familles qui restent. Accessoirement, c'est un peu de fiscalité aussi, mais quand même. Donc, pour moi, probablement, c'est le maire, puis les habitants, enfin, le maire et les habitants d'ailleurs, qui sont les premiers acteurs à rencontrer. Et puis après, il y a toutes les associations de quartier, de commerçants, etc. etc. Alice, peut-être par rapport aussi… Oui. Parce que pour Alice, il faut construire… il ne s'agit pas de déposer son annonce sur la plateforme et que… non. Voilà. Il faut informer que cette entreprise, elle est sur… Et donc, il faut construire ce réseau, cette communauté. Oui, bien sûr. Je dis toujours que les Français ne sont pas sur les sites de crowdfunding avec la carte bleue à la main et en train d'attendre les projets sur lesquels ils vont pouvoir… Donc, malheureusement, j'adorerais, mais c'est pas le cas et je suis honnête avec vous. Ce qui est le cas, en fait, c'est que vous devez en effet mettre en ligne votre projet. Et pour le coup, nous, on a beaucoup travaillé sur des projets dernier commerce du village et on a financé beaucoup de projets qui étaient dans ces types-là. Et bon, l'intérêt quand vous avez une boutique physique quand même, c'est vraiment que vous pouvez vous en servir pour mettre un gros panneau sur la boutique, sur la vitrine en travaux, pour dire il se trame quelque chose par ici, rendez-vous sur Tudigo. Avec le lien de la campagne pour en savoir plus et nous exprimer votre soutien. Enfin, ou si vous en avez marre de voir cette boutique fermée, et ben on se retrousse les manches pour la réouvrir. Rendez-vous là pour en savoir plus. Mais moi, je suis convaincue que, alors évidemment, on parle quand il y a des ancrages physiques et locaux. Il faut absolument, en effet, l'échelle du territoire, de la ville, enfin du quartier. Moi, je dis toujours aux dirigeants d'aller voir les commerçants, les autres commerçants de la rue et de déposer des petits flyers, de faire savoir qu'ils arrivent. Les autres commerçants, ils ont tout intérêt à ce que vous arriviez. Hein. Plus il y a de monde, plus ça crée de la zone de chalandise, plus les gens ont envie de venir. Donc, en fait, il faut aussi toujours se mettre dans
optique positive. Tout le monde a envie que vous vous en sortiez bien. Tout le monde a envie que le projet réussisse. Et donc, du coup, comment, avec un discours hyper positif, et on embarque les gens et on fait en sorte qu'ils aient envie de parler de vous. Et nous, on a vu des projets sur lesquels c'est la mairie carrément qui a placardé, là où d'habitude on a les candidats là pour les élections, sur les murs, on avait des affiches pour les campagnes de crowdfunding. Alors évidemment pour des sujets de dernière épicerie du village, la librairie du village qui réouvre, etc. Donc vraiment, partez du principe qu'il y a plein de ressources que vous pouvez solliciter. Alors là, évidemment, on n'est que sur l'exemple spécifique du moment où vous avez un lieu physique où vous accueillez du public. J'ai vu pas mal de messages passer sur des personnes qui sont plutôt conseils, enfin, presque plus sur des activités B2B, ça je ne l'ai pas dit, j'aurais dû en introduction, mais le financement participatif n'est pas un mode de financement adapté au B2B, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'en tant que particulier, vous ou moi, là, quand on regarde Pleure pas Madeleine ou les Candides, on a envie de commander un savon ou de prendre des madeleines et d'aller les acheter quand ça ouvre. Et du coup, il faut absolument que de façon très honnête, que vous vous disiez, est-ce que si demain, j'avais 50 €, j'aurais envie de me faire plaisir en prenant une contrepartie que je peux proposer. Et vous pouvez avoir des super projets, mais malheureusement au niveau du financement participatif, ça bloque. Et c'est pas grave, il y a plein d'autres modes de financement, mais c'est vraiment un truc à se dire parce qu'il faut que vous ayez un produit plaisir. Déjà, il faut qu'il y ait un produit. Ça marche beaucoup mieux qu'un service. Donc, je sais que vous êtes aussi nombreuses à être plutôt dans le service. Et s'il y a un produit, il faut que ce soit un produit plaisir. C'est vrai qu'un électricien qui va proposer de venir faire de la prestation, même si on a vachement besoin de lui d'un point de vue territoire, et ça, c'est quelque chose qu'on défend, personne n'a envie de se faire plaisir en mettant 100 € bon à valoir le jour où tout pète chez moi. Bon. Donc, c'est vraiment ce truc où voilà, déjà se dire, est-ce que c'est le mode de financement adapté à mon projet? Et peut-être ça l'est pas, et il y en a d'autres. Et si ça l'est, pour le coup, là, on y va à fond et on se pose la question de qui sont toutes les personnes autour de moi qui peuvent avoir intérêt à relayer mon opération parce qu'en fait, elles en tireront profit ou elles ont envie que le projet fonctionne parce que ça apporte de la vie dans le quartier. Et ça, en fait, vous pouvez trouver plein de personnes. Les associations de quartier, c'était une super idée aussi, Nathalie. Ouais. Il y en a des plus ou moins dynamiques. Hein. Ça, c'est important d'aller voir. Il y en a qui font beaucoup. Bon, puis il y en a d'autres. Voilà. Mais c'est important, si vous ouvrez un commerce, c'est une vraie ressource qui est vraiment importante. Regardez, on l'a vu hein, pendant les premiers confinements, c'est comment les associations de quartier ont recréé des espèces de marchés en drive en 48 heures. Enfin, parce qu'il y a cet écosystème, les gens bossent ensemble, se sentent pas concurrents. Alice a raison, plus il y a de monde à un endroit, plus ça draine du monde, plus ça profite à tous les commerçants, même s'il y a 3 primeurs au même endroit, ils ne proposent pas la même chose, il y aura des clients pour tout le monde. Donc c'est vrai que en tout cas pour les commerces, c'est vraiment important. Et même si vous êtes sur quelque chose de digital, restez pas derrière votre écran chez vous. Restez pas parce qu'il y a les autres commerçants. Je le dis toujours, j'ai une émission sur Europe 1 tous les midis, quasiment tous les midis, je dis associez-vous avec l'autre entreprise machin qui ne fait pas la même chose que vous, mais qui a la même cible que vous. Et puis, à deux, vous êtes juste plus fort, vous allez partager vos contacts, etc. Et ça marche aussi entre quelqu'un qui est en digital, quelqu'un qui est en physique. Pensez à ces assemblages-là avec des acteurs déjà en place qui vont vous servir un peu de tremplin, mais aussi ça va les aider parce que du coup, ils font avec du digital, ils sont un peu plus modernes, parce que du coup, ils proposent quelque chose de complémentaire, un service complémentaire à leurs clients. Donc, voilà, n'hésitez pas à voir un peu tous ceux qui ont la même cible que vous, avec qui vous pourriez faire des choses et créer un univers plus complet à votre clientèle commune. Oui, tout à fait. Et il y a eu d'autres questions également. Alors, il y en a une qui est pour Alice et une qui est plus pour tout le monde. Alice, donc quelqu'un a évoqué le fait que faire une campagne sur une plateforme de crowdfunding, c'est pas forcément évident si on n'est pas ni très à l'aise avec les réseaux sociaux, ni très à l'aise même avec le fait d'avoir un réseau à solliciter. Donc, je sais que vous accompagnez justement les porteurs de projets dans la création de cette campagne. Ça, c'était un premier point. Je te laisse répondre juste après. Et un autre donc, qui concernait plus tout le monde. Il y a eu tout un échange entre les participantes sur le statut de micro-entreprise
qui était vécu par certaines comme pouvant être un frein, justement. Les autres posaient des questions en disant, mais un frein, un handicap, même le mot a été employé. Dans quel sens? Donc, peut-être que vous avez une réaction sur ce statut de micro-entreprise, effectivement, qui est particulier, qui ne donne pas forcément accès à toutes les sources de financement que permettent d'autres statuts d'entreprise. Donc, si sur un deuxième temps, vous voulez bien réagir là-dessus, mais peut-être Alice déjà sur l'accompagnement à la campagne. Oui, si tu veux bien alors l'accompagnement à la campagne. Le premier point, c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ne sont pas indispensables du tout pour réussir une campagne. Le seul que moi, je trouve assez puissant, c'est LinkedIn. Mais honnêtement, Instagram, Facebook, il y a moins de taux d'engagement. LinkedIn, surtout si vous êtes en reconversion. Moi, j'ai vu des posts vraiment impressionnants où des gens dévoilent leurs nouveaux projets. Beaucoup d'anciens collègues de L'Oréal qui ont derrière monté autre chose. À chaque fois qu'ils ont fait un bon poste de révélation, et je pourrais vous donner des exemples, mais où on sent que ça vient du fond des tripes, ça fait des années que je m'interroge là-dessus, et là, aujourd'hui, ça y est, je prends la décision d'y aller. Vous pouvez pas imaginer à chaque fois l'émotion que je pense que ça suscite chez tout le monde. Tout le monde doit se dire, ah ben c'est vrai que ça fait 10 ans que je me demandais ce qu'ils foutaient là. Et en fait, du coup, les gens partagent, les gens réagissent, et c'est le moment où ils disent souvent, bientôt un financement participatif ou un truc comme ça. Et donc, du coup, bon, déjà, je pense que LinkedIn, en tout cas, de toute façon, crowdfunding ou pas crowdfunding, moi, je pense que LinkedIn est hyper puissant sur le point professionnel. Moi, c'est incroyable le nombre de dirigeants qu'on rencontre par ce biais-là, qui nous contactent par LinkedIn, etc. Donc, je pense que vraiment, soignez votre profil LinkedIn, soignez votre bio, le pourquoi vous êtes là, pourquoi vous le faites, d'où ça vient. Enfin, vraiment, c'est une super carte de visite. Donc, les réseaux sociaux, je vous dirais, à part LinkedIn, c'est pas grave. Et je peux vous montrer des exemples de projets, notamment, je pense à une boucherie qu'on a financée dans le Gers avec 3 porteurs de projets qui avaient entre 55 et 60 ans. Je peux vous dire qu'on n'a pas fait de réseaux sociaux du tout. Mais pour le coup, on a fait une mobilisation à l'échelle locale à 200%. La CCI du Gers a été absolument géniale. C'était Christine à l'époque, Christine Avril, qui avait vraiment réussi à mobiliser tout le monde. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que évidemment, si vous n'avez pas un projet local, il faut quand même réussir à voir qui va pouvoir se porter relais de votre projet. Sans premier cercle, c'est quand même, je suis obligée de le dire, beaucoup moins facile. Alors après, peut-être, il y a des gens qui me disent, moi, ma famille, vraiment, elle ne peut pas. Eh bien, pas de problème, mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme premier cercle? Et si les gens ne sont pas prêts à soutenir financièrement, est-ce qu'ils sont au moins prêts à partager, à relayer? En tout cas, je pense que c'est quand même difficile de se lancer, et j'ai vu l'exemple aussi, et là c'était pour le coup dans les Landes, avec un projet qui vraiment avait beaucoup de sens du point de vue du territoire, mais la personne venait du nord de la France, elle venait de se séparer de son mari, elle est arrivée toute seule, a voulu lancer un espèce de bar dansant, enfin bref, elle connaissait personne, pas de réseau, et malgré nous, toute la bonne volonté et tout, on n'a pas réussi du tout à donner de la visibilité à cette campagne. Donc, je pense que réseau proche, c'est quand même indispensable pour, au démarrage, déployer et voilà, faire connaître la campagne. Et les réseaux sociaux, ne pas se mettre de pression là-dessus. Si vous regardez même la page, enfin, même en termes de compétences digitales, quand vous regardez la page Pleure pas Madeleine, on n'est pas du tout sur quelque chose d'hyper sophistiqué. Enfin, l'idée, c'est qu'il faut quelques photos, un peu de texte en gras, en couleur, et beaucoup de sourires, quelques points d'exclamation, et puis voilà. De mon point de vue. Sur le deuxième point, en fait, oui, alors le micro-entrepreneur, ce n'est pas une forme d'entreprise, c'est une entreprise individuelle qui a un régime fiscal et un régime social particulier. La grande différence, c'est qu'effectivement, vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires et donc vous n'avez pas de capital social. Donc c'est vrai que si vous allez, alors ça n'empêche pas de faire du crowdfunding don contre don, ce dont Alice parlait, donc je donne 10 € et puis j'aurai en contrepartie quelque chose. Ça n'empêche pas du tout. En revanche, effectivement, si vous voulez aller chercher ce qu'on appelle du capital risque, donc des gens qui vont être dans votre capital social, évidemment, ça ne marche pas, mais l'entreprise individuelle ne marche pas puisque c'est une forme juridique, vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'associé et où il y a fusion entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Donc, il n'y a pas de personnalité morale. Donc, si vous passez en SARL, par exemple, ou même en URL, il y a une personnalité morale et vous pouvez avoir des associés qui viennent apporter 1 000 €, 500 €. Donc, c'est une autre forme de crowdfunding. Cette forme de crowdfunding existe aussi, où les gens prennent des parts, en fait, deviennent associés et prennent des parts dans l'entreprise. Mais ça ne marche pas en micro-entreprise. Et le régime micro-entreprise, de toute façon, n'est pas adapté à tout ce qui est commerce
puisque vous êtes imposé, à partir du moment où vous avez des charges, vous oubliez le régime micro-entreprise, puisque vous n'êtes pas imposé sur votre bénéfice, mais vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires, donc sur ce qui rentre dans l'entreprise, et pas sur ce qui reste à la fin du mois. Donc, à partir du moment où vous avez des charges, on oublie le régime micro-entreprise. Le régime micro-entreprise, c'est bien pour les consultants, etc., où vous avez votre passe Navigo, alors en Ile-de-France, c'est pas comme ça, et 3 cacahuètes à financer. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas un frein. Alors, donc non, ce n'est pas possible de me contacter. Je suis désolée. Donc, il faut aller dans votre chambre de commerce locale. Je suis désolée, moi, mon rôle, c'est de piloter les 600 conseillers sur le territoire. J'adore faire des conférences, etc. Mais j'essaye enfin, voilà, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Mais là, voilà, s'il y en a une ou deux, pourquoi pas. Mais après, ça devient compliqué. Merci beaucoup. Lauriane, toi, je ne sais pas si tu as un point à faire remonter aussi, que ce soit sur la méthode ou sur… J'ai vu que tu avais complété, effectivement, l'une des participantes avait demandé s'il y avait des subventions qui pouvaient être réservées aux femmes. Donc, on a évoqué la garantie égalité femmes. Si tu veux peut-être compléter, parce que tu connais très bien aussi, justement, l'entrepreneuriat porté par les femmes. Oui, en espérant que la connexion, ça aille mieux. Donc oui, ce n'est pas une subvention. Hein, d'ailleurs, ce serait peut-être un peu particulier de se dire qu'en tant que femme, il y aurait une subvention. C'est plutôt des outils qui permettent justement de sécuriser davantage les financements que l'on sollicite. Et cette garantie, c'est la garantie égalité femmes, anciennement FGIF, Fonds de garantie à l'initiative des femmes. C'est une garantie portée par le réseau France Active, qui est un réseau majeur de la finance solidaire, dont les outils financiers se complètent très bien avec ceux du réseau France Initiative France, qui propose du prêt d'honneur, donc du prêt à taux zéro. Donc, cette garantie, concrètement, ça vous permet de sécuriser votre emprunt, de sécuriser et de rassurer votre banquier, parce que si malheureusement, votre activité, vous êtes obligé de l'interrompre et qu'il reste pour autant des sous à rembourser, cette garantie s'enclenche et va permettre jusqu'à un certain montant de rembourser le reste. C'est très intéressant, évidemment, comme garantie, ça sécurise beaucoup et surtout, ça montre aussi qu'il y a une évolution dans les mentalités sur l'entrepreneuriat, à savoir qu'il y a le droit à l'échec, entre guillemets. Et ce n'est même pas un échec, d'ailleurs. Si vous n'aboutissez pas, si à un moment vous fermez, vous avez tenté, vous avez fait ce que peu de gens oseraient le faire. Ce n'est absolument pas un échec, mais c'est justement important et c'est pour ça que les réseaux proposent de plus en plus des outils pour permettre de aussi finir une activité si celle-ci doit s'interrompre. Il y a aussi d'autres types d'accompagnement sur la reprise ou la cessation d'activité. Je cite aussi des noms importants d'associations comme 100 000 rebonds, qui a eu le vent en poupe aussi pendant cette période compliquée. Donc, on parle beaucoup là des réseaux sur la création, l'accompagnement. Sachez qu'il existe aussi des réseaux pour mettre fin à ce parcours entrepreneurial, quelle que soit la raison. À tout niveau, donc il y a un interlocuteur. Et donc, on pose une question sur le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, on est à 20 000 € en création, on peut aller jusqu'à 75 000 lorsqu'on est en croissance. Il y en a aussi pour la reprise. C'est un prêt à taux zéro que vous sollicitez en une fois, sans différer, avec un remboursement sur 5 ans. Et qui demande d'avoir quelques apports parce que dans toute création d'entreprise ou reprise, chacun s'engage, chacun met un peu de soi, de prendre une prise de risque, voilà, le banquier, le réseau d'accompagnement et finances solidaires et le porteur de projet. Et donc, la somme des trois permet normalement de pouvoir avoir ce prêt-là. Voilà, je pense que j'ai répondu peut-être aux questions sur les prêts. Oui, merci beaucoup, Lauriane. En effet, écoutez, merci à toutes. En tout cas, de vos interventions, c'était vraiment très enrichissant. Nous, on reprend à 14 h avec un atelier, enfin un webinaire, sur le financement justement du lancement de son activité. Donc, on pourra réaborder et rentrer plus dans ces démarches liées au financement. Et un atelier sur le fait d'assurer son activité aussi avec MAF, plutôt pour celles qui se sont déjà lancées a priori, parce que c'est plutôt pour elles que se pose la question. En tout cas, merci infiniment
à vous trois. C'était très précieux de vous avoir et très enrichissant. Merci. Bon courage à toutes. Merci après-midi. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bon, bravo. Au revoir.